Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, plongez dans une histoire conçue pour apaiser votre esprit tout en éveillant votre sagesse intérieure. Inspirée par les enseignements stoïciens des grands philosophes antiques, cette histoire vous guidera à travers un voyage où chaque mot prononcé devient un outil de transformation. Découvrez comment aligner vos paroles avec votre force intérieure, gérer le stress des interactions quotidiennes et incarner un leadership paisible. Que vous cherchiez à améliorer vos relations ou à cultiver une présence inspirante, laissez cette histoire vous accompagner vers un sommeil profond et un réveil plus éclairé. N'oubliez pas de vous abonner pour des récits qui nourrissent l'âme et apaisent l'esprit. Bonne nuit et que la sérénité soit avec vous. Dans une société moderne où les mots sont souvent gaspillés dans le bruit des réseaux sociaux et des attentes extérieures, Cassian, un ancien avocat épuisé par les conflits, découvre un manuscrit antique attribué à Sénèque. Ce texte, intitulé « Les entretiens silencieux », révèle des citations stoïciennes méconnues sur l'art de parler juste. Guidé par la voix fantomatique d'un sage nommé Diogène, Cassian apprend à transformer ses paroles en armes de paix, à écouter avec l'âme plutôt qu'avec les oreilles, et à incarner une communication qui transcende les malentendus. De réunions tendues à des conversations familiales chargées d'émotions, chaque chapitre explore une facette du stoïcisme appliqué. La concision comme vertu, le silence comme réponse suprême, et l'écoute active comme preuve de courage. Une histoire où philosophie et quotidien se rencontrent pour offrir un sommeil réparateur et une vie éveillée plus consciente. La pluie martelait les vitres du bureau de Cassian comme autant de reproches liquides. Assis devant son ordinateur, il fixait l'écran où un email inachevé clignotait. « Je démissionne ». Ses doigts, crispés sur le clavier, tremblaient. 10 ans à défendre des causes perdues, à tordre la vérité pour en faire une arme, avaient fini par corroder sa voix, littéralement. La veille, au tribunal, sa gorge s'était nouée en plein plaidoyer, le laissant muet devant un jury impassible. Une humiliation qui résonnait encore dans ses tempes. Il se massa la nuque, les yeux brûlants de fatigue. Sur le mur, une photo jaunie le montrait, jeune diplômé, sourire arrogant aux lèvres, entouré de camarades de fac. « Tu croyais changer le monde avec des mots », murmura-t-il à son reflet. Maintenant, il ne croyait plus qu'aux factures, à payer et aux dossiers qui s'empilaient. En rentrant chez lui, un livre l'attendait sur le paillasson. Une reliure en cuir noir, usée, sans titre ni auteur. Intrigué, il l'ouvrit. Une feuille manuscrite glissa. « Cherche celui qui... parle sans bouger les lèvres. » Dessous, une citation attribuée à Sénèque. « La langue est le seul organe que nous puissions choisir de museler. » Cassian ricana, amer. Facile pour un homme qui n'a jamais eu à convaincre un jury de la vie d'un client. Hermé, l'encre ancienne. Soudain, une présence, une fraîcheur inhabituelle dans la pièce. Il leva les yeux. Une silhouette floue se tenait près de la fenêtre. Un homme barbu, vêtu d'une toge grise, presque transparent. « Je suis Diogène, pas le cynique l'autre », dit-il d'une voix qui semblait venir de sous l'eau. Cassian se figea. « Un fantôme, un guide », corrigea Diogène. « Tu confonds parler et communiquer. » Les stoïciens ne redoutaient pas le silence. Ils craignaient le bavardage qui trahit l'âme. Cassian voulut répliquer, mais l'homme leva une main diaphane. « Demain, au bureau, quelqu'un te provoquera. Ne réponds pas. Observe ce qui se passe en toi. » L'ombre se dissipa, laissant derrière elle un parfum de thym et de vieux parchemin. Le lendemain, dans l'open space glacé, du cabinet, son associé, Laurent, ricana en le voyant arriver. « Encore en retard, Cassian ? On dirait que tu as peur de gagner. » Les collègues levèrent les yeux, guettant sa réaction habituelle, sarcasme contre sarcasme, mais Cassian revit le visage de Diogène, entendit ces mots. « Le silence n'est pas faiblesse, c'est une invitation à l'autre à se dévoiler. » Il sourit, s'installa à son bureau et se tut. Laurent, décontenancé, finit par hausser les épaules et partir. Une vague de chaleur envahit Cassian.
Pour la première fois depuis des années, il ne s'était pas laissé piéger par la provocation. Ce soir-là, il écrivit dans son journal, à la lueur d'une lampe de chevet, « Le silence est un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Aujourd'hui, je l'ai senti. Laurent a cherché à m'atteindre, mais je n'ai pas donné de cible. » Diogène réapparut, assis sur le rebord de la fenêtre. « Bien, mais attention, le silence doit être habité, pas vide. Sinon, c'est de la lâcheté. » Il désigna le livre. « Lis la deuxième citation. Elle parle de la concision. » Cassian tourna la page. Une nouvelle phrase de Sénèque. « Les mots doivent être des flèches, non des rivières. » « Demain, poursuivit Diogène, tu parleras, mais seulement quand chaque syllabe sera nécessaire. » Cassian hocha la tête, sentant un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de reprendre le contrôle, non pas des autres, mais de lui-même. La pluie reprit, plus douce, comme un murmure d'encouragement. Le lendemain matin, Cassian arriva au cabinet avec une résolution nouvelle. Le manuscrit des entretiens silencieux glissait sous son bras. Il sentait le poids des mots de Diogène. Les flèches, pas les rivières. Dans l'ascenseur, il croisa Clara, une collaboratrice connue pour ses monologues interminables. Elle l'interpella aussitôt. « Cassian, il faut qu'on parle du dossier Muller. Le client veut une stratégie audacieuse et... » Il l'arrêta d'un geste, surpris lui-même par son audace. Résumé en 3 phrases. Clara cligna des yeux, déstabilisée. « Eh bien, il conteste le contrat. Clause 12, ambiguïté sur les pénalités. Il menace de poursuivre. » « Parfait, je vous propose de le rencontrer demain. Préparez un argumentaire de 5 points maximum. » Clara ouvrit la bouche pour protester, mais il tourna les talons. « 5 points, Clara, pas 6. » Dans son bureau, il ouvrit le manuscrit à la page marquée par un ruban pourpre. Une nouvelle citation de Marc Aurèle lui sauta aux yeux. « Qui ne sait taire ne sait point parler. » Diogène apparut assis sur une pile de dossiers. Les avocats adorent entendre leur voix. Mais un plaidoyer n'est pas un concours d'éloquence. « Facile à dire, rétorqua Cassian. Les clients paient pour qu'on développe leurs arguments. » « Les clients paient pour gagner, » corrigea Diogène. « Et pour gagner, il faut frapper juste, pas noyer le jury sous des flots de paroles. » Il désigna un post-it collé à l'écran. « Clause 12, ambiguïté, pénalité. Voilà ton fil rouge. Tout le reste est décor. » Le jour de la réunion avec le client Muller, Cassian arriva les mains vides. Pas de dossier, pas de notes. L'homme, un industriel à la mâchoire carrée, fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas préparé ?»« Si. Je sais que vous voulez éviter un procès coûteux. La clause 12 est ambiguë, mais votre signature est manuscrite. Nous avons 2 options. Négocier une révision à l'amiable ou attaquer en exploitant cette ambiguïté. La première option évite les frais et les risques. La seconde pourrait vous coûter 3 ans de procédure. » Muller le fixa, interloqué. « C'est tout ? » ?»« Ah, oui, à vous de choisir. » Un silence tendu s'installa. Puis, l'homme éclata de rire. Enfin, un avocat qui ne tourne pas autour du pot. Marché conclu pour la négociation. Clara, qui assistait à l'entretien, s'approcha après. Le départ du client. « Comment avez-vous... » « Apprenez à couper le superflu, » dit Cassian. « Les clients ne veulent pas des détails. Ils veulent des solutions. » Mais le défi suivant l'attendait l'après-midi même, une conférence téléphonique avec un juge réputé pour son impatience. Le dossier, complexe, impliquait 3 parties et des centaines de pages de pièces jointes. Diogène flottait derrière l'écran de l'ordinateur. « Souviens-toi, chaque mot doit servir ton objectif. » Le juge, un certain Leroy, l'interrompit dès les premières secondes. « Monsieur Cassian, abrégé. Je n'ai pas votre temps. » Votre honneur, l'affaire se résume à ceci. Mon client a subi un préjudice direct dû à un manquement contractuel avéré. Les pièces 7, 12 et 24 le prouvent. Nous demandons une indemnisation basée sur l'article 1382 du Code civil. Un silence. Puis, c'est clair.
La partie adverse a-t-elle répondu? Ils contestent le lien de causalité, mais l'expertise du docteur Varèse, pièce 30, infirme leur argument. Bien. Fixons une audience pour la semaine prochaine. Après l'appel, Cassian se laissa tomber dans son fauteuil. Diogène sourit. Tu vois, les juges sont des hommes pressés. Donne-leur des clés, pas des labyrinthes. Mais Clara, malgré ses progrès, peinait encore. Elle entra dans son bureau, un rapport de 20 pages à la main. Je n'arrive pas à réduire, lisez-le à voix haute. Si vous respirez plus d'une fois par phrase, c'est trop long. Elle soupira. Vous êtes dur. Non. Stoïcien. Le soir, en rentrant, Cassian trouva un message de Muller. Merci pour votre concision, c'est rafraîchissant. Il sourit. Diogène avait raison. Dans un monde bruyant, la simplicité était une révolution. Mais le fantôme n'avait pas dit son dernier mot. Alors que Cassian s'endormait, il murmura « Demain, tu apprendras à écouter, car le silence des autres est aussi riche que le tien. » La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, chargé d'une tension électrique. Cassian, assis dans sa cuisine, fixait son téléphone. Un message de sa sœur, Léa, clignotait. « Il faut qu'on parle. » 3 mots qui réveillaient d'anciennes blessures. Depuis la mort de leur père, 1 an plus tôt, Léa lui reprochait son absence. Tu étais toujours trop occupé pour lui. Et ce soir, elle exigeait une confrontation. Diogène, appuyé contre le réfrigérateur, croisa les bras. Le silence peut désamorcer une bombe, mais il faut savoir quand le garder et quand le briser. Cassian soupira. Leur dernière dispute, 2 ans auparavant, avait laissé des traces. Léa l'avait traité de « machine à palabres sans cœur » et lui avait répliqué qu'elle idéalisait un père qui ne la méritait pas. Des mots jetés comme des couteaux. Épictète disait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements », rappela Diogène. « Prépare-toi à entendre sa douleur, pas ses mots. » L'appartement. De Léa sentait la lavande et le vieux papier. Elle l'attendait, raide sur le canapé, un album photo ouvert sur ses genoux. Des clichés de leur père, souriant à un mariage, penché sur un berceau, le regard vide devant un hôpital. « Tu as 5 minutes ?» attaqua-t-elle, la voix cassante. Cassian inspira profondément. « Je t'écoute. » Elle bondit. « Tu n'as jamais écouté. Tu as fui cet hôpital comme un lâche et maintenant tu oses venir ici avec ton stoïcisme de pacotille. » La colère monta en lui, brûlante. Mais il revit le visage de Diogène, entendit ses conseils. « Laisse passer l'orage. Je suis désolé, » dit-il simplement. Léa se figea. « Quoi? Je suis désolé de ne pas avoir été là. Désolé de t'avoir blessé. » Elle serra les poings, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu crois que ça suffit? Non, mais c'est un début. » Un silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac d'une horloge. Puis, Léa s'effondra en sanglots. Cassian, instinctivement, tendit la main vers elle. Elle se dégagea, mais murmura « Tu sais qu'il voulait te parler avant de mourir. Il disait que tu étais perdu. » La douleur le transperça, mais il resta immobile, laissant le silence envelopper sa peine. Diogène avait raison. Les mots de Léa n'étaient pas dirigés contre lui, mais contre le vide laissé par leur père. « Je ne savais pas, » finit-il par dire. Léa essuya ses larmes. « Tu ne sais jamais rien. » Mais son ton était moins tranchant. Elle referma l'album, lentement. Reste dîner. Le repas fut tendu, mais les silences, cette fois, n'étaient plus des armes. Cassian écouta Léa parler de son travail, de ses doutes, et s'aperçut qu'elle aussi portait un masque. Rentrant chez lui, il ouvrit le manuscrit à la page marquée par un nouveau ruban, bleu cette fois, une citation d'Épictète. « Ne dis rien qui puisse être dit par un autre. » « Tu as bien agi, » approuva Diogène, assis sur le rebord de la fenêtre. « Parfois,
le silence est une confession. D'autres fois, une prière. Elle a raison, tu sais. Je suis un étranger pour elle. Les étrangers peuvent en devenir des alliés, si tu leur laisses le temps. Le lendemain, au cabinet, un nouveau défi l'attendait. Un client, M. Renaud, furieux contre un associé infidèle, exigeait une guerre juridique sans merci. « Je veux qu'il souffre, qu'il perde tout. » Cassian, habitué à enflammer les égos, choisit une autre voie. Il écouta, silencieux, pendant que l'homme déversait sa colère. Quand il eut fini, Cassian demanda « Et après, quand vous l'aurez ruiné, serez-vous heureux ?» Renaud le dévisagea, décontenancé. « C'est mon argent, mon entreprise. » Non, c'était. Maintenant c'est un champ de bataille, et la vengeance est un poison lent. L'homme pâlit. « Vous ne comprenez pas. Je comprends que vous avez le choix. Gaspiller votre vie à haïr ou la reconstruire. » Renaud partit sans signer de contrat. Mais 2 jours plus tard, il rappela « Je veux négocier. Trouver un moyen de sortir sans perdre la face. » Clara, impressionnée, interrogea Cassian. « Comment avez-vous fait ?» J'ai écouté sa colère et j'ai laissé le silence poser la bonne question. Le soir, alors qu'il marchait sous les réverbères, Cassian sentit une paix nouvelle. Le silence n'était plus un mur entre lui et les autres, mais un pont. Diogène le rejoignit, marchant à ses côtés. « Tu apprends vite. Mais souviens-toi, le silence ne sert à rien si tu ne l'habites pas. Que veux-tu dire? Demain, tu découvriras que les mots des autres peuvent aussi te révéler à toi-même. » Cassian sourit. « Encore un mystère stoïcien? Non, une évidence. Pour comprendre les autres, commence par te comprendre. » Et le fantôme disparut, laissant Cassian sous un ciel étoilé, le cœur léger, prêt à affronter le prochain chapitre. 1 semaine plus tard, Cassian reçut un appel inattendu. « Ici Élodie Vernier. J'ai besoin de vous pour un dossier délicat. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Élodie Vernier, PDG d'un empire pharmaceutique, était connue pour ses méthodes brutales et son mépris pour les émotions. « Je vous écoute, » répondit-il, sentant déjà la pression. « Mon fils aîné conteste mes décisions. Il veut dissoudre le conseil d'administration. Je veux qu'il disparaisse. » « Je ne fais pas de disparition, madame. Je résous des conflits. » Un rire sec. « Alors résolvez celui-ci. Demain, 9 h, dans mon bureau. » Diogène, assis en tailleur sur le bureau de Cassian, secoua la tête. « Méfie-toi des femmes qui cachent leurs larmes derrière des menaces. » Le lendemain, la tour Vernier étincelait sous le soleil froid de l'automne. Élodie, sèche et élégante, les cheveux blancs coupés au carré, reçut Cassian dans un bureau au mur de verre. « Mon fils Jérémie est un idéaliste. Il veut donner nos brevets à des ONG. » Elle cracha le mot « donner » comme une insulte. « Pourquoi ne pas négocier? Parce qu'il est faible. » Elle se leva, main tremblante. « Mon mari a bâti cette entreprise à la sueur de son sang. Et ce petit... » Sa voix se brisa. Cassian se tut, observant ses yeux. Une colère glacée, mais aussi une peur brute. Marcus Aurèle disait « Les yeux sont les interprètes de l'âme. » Vous ne craignez pas la faiblesse de Jérémie, madame. Vous craignez qu'il ne vous juge. Elle se figea, pâle. « Comment osez-vous? Je vous offre la vérité. Votre fils ne veut pas vous renverser. Il veut votre approbation. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. Elle se détourna, murmurant « Personne n'approuve jamais rien ici. » Cassian sortit une photo de son père de son portefeuille. Parlez-lui de lui, pas de l'entreprise. Le soir même, il reçut un SMS d'Élodie. « Il a accepté de me rencontrer. Merci. » Mais la tempête familiale n'était pas finie. Léa l'appela, paniquée. « Cassian, maman a fait une overdose. » Il arriva à l'hôpital, le cœur battant. Sa mère, alitée, le regardait avec un mélange de honte et de défi. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non » rétorqua Léa.
Elle a avalé la moitié de la pharmacie. Cassian s'approcha du lit, silencieux. Les yeux de sa mère évitèrent les siens. « Pourquoi, maman ?» Elle haussa les épaules. « Personne ne me voit, même pas vous. » Diogène, dans un coin de la chambre, murmura « Écoute avec les yeux, pas avec les oreilles. » Cassian s'assit, imitant la posture de sa mère, dos raide, mains crispées. « Moi non plus, on ne me voit pas. » Elle le regarda enfin, surprise. « Toi, tu es un guerrier fatigué, qui a peur de finir comme papa. » Les larmes coulèrent, libérant des années de silence. Léa, adossée au mur, les écoutait, stupéfaite. Plus tard, dans le couloir, elle chuchota. « Comment as-tu fait ?» J'ai arrêté de parler et j'ai regardé. Diogène apparut, approbateur. Les yeux voient au-delà des mots. Souviens-t'en, quand tu rencontreras l'homme en gris. Quel homme en gris? Mais le fantôme s'était déjà évaporé, laissant Cassian avec une certitude. Le plus grand combat n'était pas contre les autres, mais contre ses propres silences. La une du journal Le Réveil économique claquait comme un défi. Élodie Vernier, trahie par son fils. En dessous, une photo de Jérémy, sourire angélique, serrait la main d'un activiste écologiste. Cassian, attablé dans un café, sentit la colère monter. « Ils ont tout déformé », murmura Élodie au téléphone. « Jérémy ne m'a pas trahi, nous avons juste dialogué. »« Les médias adorent les drames familiaux », répondit-il, les yeux fixés sur un homme en costume gris assis au fond de la salle. L'homme le fixait avec une intensité troublante. Diogène apparut derrière lui, souffla. « C'est lui, celui que tu dois affronter. » L'homme s'approcha, un micro tendu. « Maître Cassian, Romain Lefebvre, Le Réveil. Comment répondez-vous aux accusations de manipulation contre Madame Vernier ?» Cassian se leva, calme. « Je réponds en citant Sénèque. La critique est l'impôt que paie l'homme public. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, fuyez-vous les questions ou la vérité ?» persifla Lefebvre. La main de Cassian se crispa sur sa tasse. « La vérité est une construction fragile, monsieur. Comme votre article. » Lefebvre ricana. « Vous avez peur que Jérémy ne révèle les scandales de sa mère ?» Diogène posa une main froide sur l'épaule de Cassian. « Souviens-toi, les mots des autres ne te définissent pas. Je n'ai peur que de mon propre silence, » répliqua Cassian avant de quitter le café. Mais Lefebvre ne lâcha pas prise. Le soir même, un nouvel article accusait Cassian de complicité dans le blanchiment de l'Empire Vernier. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Cassian, le juriste aux deux visages. Clara, paniquée, déboula dans son bureau. « On doit répondre. Les clients vont fuir. »« Non, dit-il, les yeux clos. La meilleure défense est un silence actif. Vous êtes fou ? Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leurs opinions sur ces événements. » Lefebvre cherche à nous faire réagir. Ne lui offrons pas ce plaisir. Pendant 3 jours, Cassian ignora les appels, les tweets, les menaces. Le 4e jour, Lefebvre publia un éditorial sarcastique. Cassian, l'homme qui murmurait aux fantômes. Diogène, assis sur une pile de dossiers, sourit. « Tu as gagné. » Comment ça? Regarde les réseaux, les hashtags, respectez le silence. Et Cassian Stoic fleurissait, relayé par des philosophes en ligne et des influenceurs. Le public en a assez des scandales montés en épingle, expliqua Clara, sidérée. Le soir, Lefebvre l'appela, mielleux. Une interview pour « Clarifier vos positions ?» Je préfère clarifier les vôtres. Votre prochain article portera-t-il sur les paradis fiscaux de votre rédacteur en chef ou sur votre silence concernant les affaires politiques? Un silence. Puis, qui vous a parlé de ça? Personne. Mais un bon journaliste vérifie ses sources et ses hypocrisies. L'article suivant ne mentionnait plus Cassian. Mais le combat n'était pas fini. Sa mère, sortie de l'hôpital, l'appela, voix chevrotante. Il raconte que je suis folle. Non, maman. Il raconte une histoire.
À toi de choisir la tienne. Elle renifla. Comment? Parle-leur. Pas pour te défendre, pour te montrer. Le lendemain, une vidéo d'elle chantant une berceuse à sa petite fille devint virale. Les commentaires se radoucirent. Diogène, assis près de Cassian, murmura « Les mots blessent, mais ils guérissent aussi. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils reflètent notre courage. Non, parce qu'ils révèlent notre vulnérabilité. » Cette nuit-là, Cassian rêva de son père. L'homme, silencieux, lui tendait un bouclier gravé d'une citation de Marc Aurèle. « Le mal qui te touche ne vient pas des autres, il vient de ta réaction à ce mal. » Au réveil, il sut que le prochain défi serait le plus dur, affronter non pas les autres, mais lui-même. Une semaine après la tempête médiatique, Cassian reçut un message cryptique. « Je sais ce que vous avez fait pour les Verniers. J'ai besoin de vous, Anouk. » Une adresse suivait, dans un quartier industriel abandonné. Diogène, apparu dans le reflet de la vitre du métro, murmura « Attention, les sans-voix ont des dents. » L'entrepôt désaffecté sentait la rouille et la peur. Une femme émergea de l'ombre, visage masqué par une capuche. « Vous êtes seul? »« Toujours, » répondit Cassian. Anouk abaissa sa capuche, révélant des traits tirés, des cicatrices sur la joue gauche. « Je travaille pour Novarec, une entreprise de biotechnologie. Ils cachent des essais cliniques. Des enfants sont morts. » Elle tendit une clé USB. « Des preuves. Mais si je les rends publiques, ma famille... » Cassian soupesa la clé. « Pourquoi moi? » « Parce que vous avez défendu Jérémy Vernier. Parce que vous savez écouter. » Diogène, assis sur une caisse en bois, intervint. Cicéron disait « La justice est la voie de la nature. Mais la nature a aussi des instincts de survie. Je ne peux pas vous protéger, » prévint Cassian. « Je ne vous le demande pas. Je veux juste que vous portiez ces voix. » Le lendemain, face au PDG de Novarec, un certain Dubois, aux mains manucurées et au sourire de prédateur, Cassian posa la clé sur la table. « Retirez les charges contre Anouk, ou ceci finit au procureur. » Dubois éclata de rire. « Vous croyez que ces données valent quelque chose? Nous avons des avocats, des politiques et des morts sur la conscience. La justice est un luxe, maître Cassian. La science exige des sacrifices. » Cassian sentit un froid familier l'envahir. « Les sacrifices ou les crimes ?» Dubois se leva, menaçant. « Vous jouez un jeu dangereux. » « Non, je rappelle des règles anciennes. L'homme sage ne craint ni les dieux ni la mort, mais l'injustice. » La bataille juridique qui suivit fut sans merci. Novarec lança une campagne de dénigrement contre Anouk, l'accusant de folie et de complot. Les médias, flairant le sang, se déchaînèrent. Un soir, alors que Cassian rentrait, chez lui, 2 hommes l'attendaient dans l'ombre. Abandonnez l'affaire, où Anouk disparaît. Diogène se matérialisa entre eux, glacial. Tu as peur? Non. Mais Anouk, la peur est un outil, utilise-la. Le lendemain, Cassian organisa une conférence de presse surprise. Devant les caméras, il lut les noms des enfants décédés, leurs âges, leurs rêves brisés. Novarec ne combat pas la justice. Elle combat la vérité. Le scandale explosa. Des familles sortirent du silence, relayées par des associations. Dubois fut arrêté. Novarec mis sous tutelle. Anouk, en sécurité dans un foyer protégé, appela Cassian. « Comment avez-vous su résister? J'ai écouté les voix que personne n'entendait. Mais Diogène, ce soir-là, semblait soucieux. Tu as gagné pour aujourd'hui. Mais demain, le combat sera différent. Lequel? Celui contre ton propre écho. » Cassian ne comprit pas. Pas encore. La pluie tombait drue sur Paris, noyant les lumières de la ville dans un brouillard grisâtre. Cassian, debout devant l'immeuble du Cercle des avocats, hésitait. L'invitation était arrivée la veille. Conférence exceptionnelle de maître Vincent Harcourt, ton ancien mentor. Harcourt, l'homme qui l'avait formé, brisé et abandonné après son échec au procès Muller. L'homme qui avait dit « Le droit est un combat, pas une prière ».
Diogène, à ses côtés, murmura « Les fantômes du passé sont les plus bruyants ». La salle était comble. Harcourt, toujours aussi charismatique, cheveux argentés et regard perçant, parlait de la nécessité de dominer l'adversaire. « Un avocat doit être un prédateur, pas un philosophe », tonna-t-il, provoquant des applaudissements nourris. Cassian leva la main. « Et si l'adversaire est soi-même ?» Un silence gêné. Harcourt le fixa, reconnaissant son ancien protégé. « Tiens, le revenant. Toujours à croire que le droit est un chemin spirituel? Non, un miroir. » Cassian monta sur l'estrade, défiant le regard assassin d'Harcourt. « Vous m'avez appris à gagner, pas à vivre. » Harcourt ricana. « Vivre? Tu parles comme un de ces gourous New Age. Je parle comme un homme qui a failli perdre sa voix et l'a retrouvée en écoutant. » Les murmures s'intensifièrent. Cassian sortit le manuscrit des entretiens silencieux. Sénèque disait « Parlez peu, mais parlez juste. Vous avez toujours parlé pour étouffer le doute. » Harcourt blêmit. « Tu oses me juger? Toi, le lâche qui a fui le tribunal? Je n'ai pas fui. J'ai choisi de ne pas trahir mon âme. » La salle était électrique. Diogène, flottant près du plafond, chuchota « C'est ton dernier combat contre l'image que tu as fui. Tu crois que le stoïcisme est une réponse ?» cracha Harcourt. « C'est une fuite, une excuse pour les faibles. » Cassian sourit. « Les faibles, comme Anouk qui a risqué sa vie pour des enfants inconnus, comme ma mère qui a affronté ses démons devant des millions de personnes, ou comme vous, qui avez peur d'admettre que le droit pourrait être humain ?» Harcourt se figea. « Tu ne sais rien de moi. Je sais que vous avez étouffé l'affaire Novarek il y a 10 ans, par peur de perdre vos clients. » Un silence de plomb. Harcourt, soudain vieilli, s'effondra dans son fauteuil. « Comment ?» Anouk m'a tout dit. Les larmes d'Harcourt coulaient, silencieuses. « J'avais une femme, des enfants. Je ne pouvais pas me permettre la vérité. » Cassian s'agenouilla devant lui. « La vérité n'est pas un luxe, c'est un héritage. » Plus tard, dans un bar désert, Harcourt vida son verre d'une traite. « Tu as gagné, mais que vas-tu faire de cette sagesse? La transmettre, pas comme un dogme, mais comme une invitation. Personne ne t'écoutera. Si, ceux qui ont besoin d'entendre que les mots peuvent soigner autant qu'ils blessent. » Le lendemain, Cassian retrouva Clara, Anouk, Léa et même sa mère dans un café. « Je veux créer une fondation, » annonça-t-il, « pour ceux que le système étouffe. » Anouk sourit. « Et les stoïciens? Ils seront mes avocats. » Diogène, assis près de la fenêtre, se leva. « Il est temps. Où vas-tu? Les sages ne disparaissent pas. Ils se taisent pour que d'autres parlent. » Et il s'évapora, laissant Cassian avec cette dernière citation gravée dans sa mémoire. « Le sage ne parle pas pour être entendu, mais pour qu'on n'ait pas à le dire. » La pluie cessa enfin, laissant place à un ciel lavé, infini. Cassian respira profondément. Pour la première fois, il n'avait plus peur du silence. Des années plus tard, une jeune avocate, épuisée par un système qu'elle ne comprend plus, trouve un livre ancien sur un banc. Les entretiens silencieux. Une feuille glisse. Cherche celui qui parle sans bouger les lèvres. La roue tourne. La sagesse reste. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur des mots et du stoïcisme. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, chaque parole que vous prononcez est une semence. Elle peut soit étouffer votre sérénité, soit la nourrir. Comme Cassian, vous avez le pouvoir de choisir la concision plutôt que le chaos, le silence plutôt la colère et l'écoute plutôt l'indifférence. Les stoïciens ne disaient pas « ne pas ressentir ». Ils disaient « ne pas être esclave de ses émotions ». Appliquez cela à vos dialogues et vous verrez votre communication se transformer en une force tranquille. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la à ceux qui cherchent à apaiser leurs tempêtes intérieures. Abonnez-vous pour d'autres récits où philosophie et quotidien se rencontrent. Et n'oubliez pas,
Avant de dormir, choisissez un mot, un seul, pour guider votre journée de demain. Courage, clarté, compassion. Bonne nuit, chers auditeurs. Que vos rêves soient aussi profonds que les enseignements des sages et votre réveil plus léger.